Bonjour, bonsoir, merci d'être venu. Je dois vous parler, je ne sais pas, des nouveaux modèles de mesure. C'était ce qui était prévu au programme dans le cadre de l'économie positive. Et j'ai compris que l'économie positive mettait au centre de sa définition le long terme, et donc les générations futures. Je voulais que l'on utilise ce terme, non pas en un sens rhétorique, mais en un sens concret. Car j'ai la bonne nouvelle à vous annoncer, que les générations futures sont parmi nous. Et que, étant parmi nous, nous devons déjà nous préoccuper d'elles. Et non pas simplement renoncer aux actions que nous pourrions conduire aujourd'hui pour accroître leur bien-être. Lorsque des parents se trouvent au chômage, l'éducation des enfants en souffre. Lorsque la précarité règne dans les familles, eh bien les générations futures sont partiellement sacrifiées. Lorsque les taux de chômage des jeunes atteignent des niveaux considérables, eh bien c'est le capital humain futur que nous détruisons. Alors, avec d'autres, et notamment avec Joe Stiglitz, et nous continuons sur ce projet, nous avons mis en œuvre des nouveaux systèmes qui nous permettraient de mieux penser et le présent et le futur. Car ce que nous mesurons affecte ce que nous faisons, détermine ce que nous faisons. Et les systèmes de mesure que nous avons sont trop partiels et parfois trop partials pour nous permettre de prendre en compte ce qui préoccupe vraiment les populations. Alors le PIB est mis en accusation ici et là. Mais le PIB n'a rien à se reprocher de lui-même. Le PIB est une construction intellectuelle qui vient de la comptabilité nationale et la comptabilité nationale nous a beaucoup aidés. Simplement, le PIB avait été conçu au départ, et l'est toujours, comme une mesure de l'activité marchande. Et c'est parce que nous l'utilisons à d'autres fins qu'il est autant décrié. Le PIB n'est pas une mesure du bien-être. Je vais prendre un exemple qui déjà montre les lacunes de notre système de mesure. Lorsque nous disons que la croissance du PIB est de 3% l'an, je sais que c'est un rêve aujourd'hui, mais supposons qu'elle soit de 3% l'an. La question est de savoir si l'ensemble de la population bénéficie de cette croissance, ou si cette croissance est très mal répartie entre les populations. Or, il se trouve que dans les, disons, 2 ou 3 dernières décennies, ça dépend des pays, les inégalités se sont accrues considérablement. Comme le PIB est une moyenne, en période de croissance des inégalités, personne ne peut se reconnaître dans une moyenne. De sorte que le PIB ne reflète pas, la croissance du PIB, ne reflète pas ce qu'il advient à la majorité des populations. Il serait important d'assortir cette mesure de croissance du PIB d'une autre mesure qui est la médiane, qui divise la population en 2 parties égales, celle qui gagne 50% de plus que la moyenne, que la médiane,
et celle qui gagne 50% de moins. Dans ce cas-là, vous comprenez très bien que vous pouvez avoir une très forte croissance sans que la médiane n'augmente. Si les 50% les plus riches voient leur revenu doubler, la croissance sera formidable. Si les 10% les plus riches voient leur revenu quintupler, la croissance sera formidable. Mais 90% de la population ne l'aura pas vu. Or, ce qui importe dans nos systèmes de mesure, ce qui importe pour la politique économique, c'est ce qu'il advient à la majorité de la population. Et non pas à la fraction la mieux lotie de la population. Si la part du 1% les plus riches aux États-Unis a atteint 24% du PIB, ce qui est quelque chose d'absolument considérable, cela ne peut masquer que 80% de la population a vu pendant un quart de siècle son revenu stagner. De sorte que cette part de la population n'est pas susceptible d'être intéressée par les déclarations triomphantes sur le taux de croissance du PIB. Premier élément qui montre que déjà, même comme mesure de l'activité économique, le PIB n'est pas suffisant à donner une image concrète de la population et il se produit un hiatus entre ce que les instituts de statistique publient excusez-moi, et ce que les populations perçoivent. Un second exemple relatif au PIB est celui de la production publique, de la production gouvernementale. Nous ne savons pas mesurer la production publique. La comptabilité nationale mesure la production publique par les inputs, c'est-à-dire par les dépenses. Par les dépenses de santé, les dépenses d'éducation. Or, ce qui importe, c'est la production de santé, la production d'éducation. Nous pouvons être le pays qui dépensons le plus pour l'éducation et en même temps le pays qui, finalement, voit la qualité des élèves stagner. Un exemple très simple, le pays qui dépense le plus et donc dont la production est considérée comme la plus importante en matière de santé, eh bien ce sont les États-Unis. Les États-Unis dépensent 15% de leur PIB en matière de santé. Maintenant, ça doit être 16%. Les Français, 11%. Est-ce que la production de santé est plus élevée aux États-Unis qu'en France? On peut en douter. On peut en douter, il suffit de voir en quelle misère se trouvent les personnes qui ont des accidents de santé sans être très riches aux États-Unis. Et donc, on va donner au PIB américain un avantage relatif de 4 points sur le PIB français, 15 moins 11%, alors qu'en réalité, il devrait être inférieur, de ce point de vue-là, au PIB français, en tout cas pour ce qui concerne la production de santé. Deuxième exemple, lorsque l'on nationalise une entreprise privée, savez-vous ce qu'il advient? Eh bien, le PIB baisse. Même si la production de cette entreprise n'évolue pas, ne change pas. Tout simplement parce que la part des profits disparaît. Et donc,
la composante profit du PIB se réduit. Ainsi est née la fiction que les économistes propagent, que la pensée dominante propage, à partir d'un artefact statistique selon lequel les pays dont les dépenses publiques sont les plus élevées sont les pays qui ont les performances économiques les plus faibles. C'est faux, c'est simplement une question de mesure. Parce qu'on suppose que la production publique ne bénéficie d'aucune évolution positive de productivité. Alors je pourrais continuer à parler du PIB en ce sens, mais de toutes les façons, comme je vous le disais d'emblée, le PIB n'est qu'une mesure de l'activité marchande. Ce qui importe le plus pour les populations, c'est le bien-être. Donc, il peut y avoir des politiques qui aient pour effet de faire croître le PIB, mais qui réduisent le bien-être. Alors, il y a des approches différentes du bien-être, des approches subjectives et des approches objectives. Je regarde le temps qui passerait très vite. Des approches subjectives et des approches objectives. Et les approches subjectives ont montré que le coût du chômage était, et c'est un résultat universel, dans tous les pays où ces études ont été conduites, que le coût du chômage était beaucoup plus élevé que la perte de revenus occasionnée du fait du chômage. Ce qui veut dire que les fluctuations du bien-être sont beaucoup plus prononcées que les fluctuations du PIB. Dans une période de croissance du chômage, le bien-être s'écroule parce que le coût du chômage est très élevé pour les individus. De sorte qu'il vaudrait mieux avoir comme objectif de politique économique la stabilisation de l'emploi plutôt que la maximisation du PIB. Ça permettrait d'accroître le bien-être collectif. Il y a aussi des déterminants objectifs du bien-être que vous connaissez, comme la santé, évidemment. La santé est un déterminant majeur du bien-être. Et nous pouvons mesurer par des indicateurs plus fins que les dépenses ce qu'il advient au bien-être des populations en matière de santé. L'éducation est évidemment une composante fondamentale du bien-être. Et la production d'éducation est mesurable. La sécurité économique est une composante essentielle du bien-être parce qu'elle permet aux personnes de se projeter dans l'avenir. Sans sécurité économique, la situation est celle d'une précarité généralisée. D'autres déterminants objectifs du bien-être existent, tels que l'environnement, mais non pas l'environnement dans une perspective de survie de la planète, mais les dégâts que les pollutions occasionnent dans le présent. Le fait que les familles n'aiment pas avoir des enfants asthmatiques, n'aiment pas le bruit, aiment vivre dans des collectivités propres. Lorsque les villes deviennent sales, les populations n'aiment pas cela. Il y a aussi la sécurité physique, la violence est un phénomène qui détruit du bien-être. Et cette violence détruit du bien-être, même si elle augmente le PIB. Elle augmente le PIB parce qu'elle fait que les familles consomment davantage d'alarmes, ont davantage de garde du corps, et ainsi de suite. Vous avez les gated communities, un peu partout dans le monde. Donc vous voyez bien qu'il y a là des éléments qui peuvent faire croître le PIB tout en réduisant le bien-être. La suppression du système d'allocation chômage probablement permettrait d'accroître l'emploi, mais un emploi tellement précaire qu'il
conduirait à une insécurité économique et totale telle que la réduction du bien-être que la mesure occasionnerait serait insupportable pour la population. Et enfin, il y a des systèmes de mesure destinés à appréhender la soutenabilité. Et je vais prendre un exemple précis aujourd'hui. Les Européens ont leurs yeux fixés sur la soutenabilité de la dette publique. Et au nom de la soutenabilité de la dette publique, les Européens détruisent la soutenabilité du système économique. Je vais m'expliquer. La soutenabilité, c'est le fait de livrer à la période suivante un capital au moins égal à celui dont nous avons bénéficié. Ce capital doit être entendu au sens large. C'est à la fois du capital humain, du capital social, du capital physique, du capital naturel. Si la réduction de la dette publique conduit à réduire ces types de capitaux, alors elle va avoir pour conséquence une réduction de la soutenabilité du système. Or, il se trouve que l'expérience que nous vivons aujourd'hui en Europe est pleine d'enseignements. Il va sans dire que les politiques d'austérité ont détruit du capital humain. Et ont détruit de façon massive du capital humain. Non seulement par le chômage, qui implique, parce qu'il existe une relation entre l'augmentation du chômage et l'augmentation du chômage de longue durée, qui implique la désinclusion d'une partie de la population, mais aussi évidemment du capital social. Parce que le fait d'être exclu du système productif conduit à, évidemment, une perte de lien, une perte de capital social. Mais elle détruit aussi du capital physique. Elle détruit du capital physique parce que la crise est née d'un excès d'endettement privé. Excès d'endettement privé signifie que les entreprises, comme les ménages, doivent se désendetter. Si au même moment, l'État se désendette, il empêche, de facto, les entreprises de se désendetter, les ménages de se désendetter, parce qu'ils gagnent moins, tout simplement, et il conduit beaucoup plus d'entreprises à la faillite que cela n'aurait été le cas si les politiques avaient été plus accommodantes. Il détruit aussi du capital public, du capital physique public. Par exemple, dans le programme imposé par la Troïka à la Grèce, dans ce programme, il y a la nécessité pour la Grèce de vendre des actifs publics. Mais alors, vendre des actifs publics dans le moment présent, le rhume ne m'a pas épargné aujourd'hui, vendre des actifs publics dans le moment présent signifie en réalité les brader. Et en réalité, rien ne se passe au niveau de la richesse globale. Parce que vous réduisez un peu la dette, mais vous réduisez encore davantage, à l'actif du bilan, vous réduisez encore davantage la proportion d'actifs publics physiques. Et dans ce cas-là, vous perdez au total. Mais il y a aussi la conséquence sur l'environnement, parce que dans une politique d'austérité, évidemment, les dépenses pour l'environnement sont sacrifiées. Regardez tous les budgets qui sont proposés, eh bien vous verrez que ces dépenses sont sacrifiées comme les autres. Et de surcroît, on n'investit pas dans le domaine de l'environnement, dans le domaine des nouvelles énergies. On n'investit pas, j'avais proposé il y a quelque temps que l'on créa, il y a 10 ans, que l'on créa une communauté européenne de l'énergie, l'environnement et la recherche pour pouvoir investir dans le futur, dans ce qui fera
le bonheur des générations futures. Et rien ne s'est fait. Au contraire, l'Europe est devenue totalement nominaliste. L'Europe crée des objectifs absolument fabuleux, être les plus intelligents du monde, ce fut le programme de Lisbonne, à condition qu'il n'en coûte pas un centime au budget, avoir les économies les moins énergivores, c'est le plan 20-20-20, mais rien n'est fait. Parce qu'il n'y a pas d'instrument. Se donner des objectifs sans instrument, c'est ne jamais atteindre ces objectifs. Si l'on avait les mesures et du bien-être et de la soutenabilité, en même temps que celles du PIB, je suis persuadé que les hommes politiques modifieraient leur politique. Car ils ont quand même, eux-mêmes, pour objectif d'être élus. J'ajouterai, pour finir, un point. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la destruction de capital démocratique, qui est l'actif intangible le plus important de nos pays, la destruction d'actifs démocratiques du fait de ces politiques. Car en effet, si une grande majorité de la population souffre des politiques, elle aura tendance à changer de système. Et ce que nous voyons advenir en Europe, un peu partout, c'est la montée des extrémismes, la défiance pour la démocratie. Et on ne doit pas s'en étonner, parce que cette volonté farouche de réduire la taille de l'État vient elle-même d'une défiance pour la démocratie. Voilà, merci. Jean-Paul Fitoussi, merci. Merci.